On va maintenant parler des principes de l'hindouisme. Alors, on a présenté un peu l'histoire, on a parlé des divinités, mais maintenant, pour vraiment saisir l'essence de cette religion-là, c'est important de comprendre les principes. Alors, on va parler en sanskrit. Alors, les principes sont identifiés par des mots qui réfèrent à des réalités. Et souvent, en fait, ces 8 principes correspondent à 8 mots qui sont en sanskrit. C'est la langue sacrée des Védas. Donc, ça, c'est dans les Védas. Et ces mots-là sont parfois intraduisibles en français avec un simple mot. Alors, il faut apprendre à comprendre, à décortiquer. Puis le plus important, on les comprend individuellement, le plus important, c'est de comprendre la relation entre chacun de ces principes-là. Alors, il y en a 8. On va faire 2 groupes de 4. Vous allez avoir 2 capsules, une capsule sur les 4 premiers, puis une capsule sur les 4 suivants. Puis ensuite, 2 autres capsules qui vont détailler un exemple de Maya, puis la relation entre Moksha et Maya. Alors, on commence par les 4 premiers principes qui sont relativement simples. Il s'agit simplement de bien les reconnaître. Alors, le premier principe, qui est assez élémentaire. Puis il faut comprendre que derrière tout ça, la trame principale de l'hindouisme, ce qui recoupe tout ça, c'est l'idée de réincarnation. La vie, c'est quelque chose qui circule dans l'hindouisme. Alors, tu as une vie, puis cette vie-là, à ta mort, est transposée ailleurs. Et ainsi de suite. Et tout ce qui nous entoure vit comme ça, dans un cycle incessant de renaissance ou de réincarnation. Alors, le premier élément, le premier de ces 4 premiers principes, c'est le principe de Atman. Atman, ça veut peut-être celui le plus simple à comprendre et à traduire, ça veut en fait dire âme. C'est le principe de vie élémentaire pour une entité. Donc, l'Atman, c'est ce que tout ce qui vit a. Chaque élément vivant autour de nous a un Atman. C'est un peu comme si c'était le moteur de tous les éléments vivants, du plus petit. Alors, l'élément le plus élémentaire, sur la table ici, il y a probablement plein d'acariens, qui sont complètement invisibles. Si je fais ça, j'ai d'éliminer probablement des centaines d'acariens qui ont chacun un Atman. Donc, le principe d'Atman, ça se traduit en fond par âme ou esprit ou souffle. Okay? Alors ça, c'est la première version, la version élémentaire, le premier principe. L'Atman fonctionne en pair avec le principe plus général, qui serait un peu la somme de tous les Atman qu'on appelle Brahman. Là, il faut faire attention parce que on va écrire des mots qui se ressemblent en sanskrit. On a Brahman comme ça. On verra tout à l'heure Brahma, puis on verra aussi les prêtres Brahmana. Donc le Brahman, c'est l'ensemble de la vie. Alors c'est le principe général de la vie. Tous les Atman mis ensemble forment le Brahman. Alors le Brahman, finalement, il n'y a pas de limite à ça. C'est tous les êtres, de quelque forme qu'ils aient, qui vivent dans l'espace qu'on occupe, ou dans l'univers, au fond. Alors, c'est le principe de vie universel. OK? Alors, Atman, chaque entité individuelle, Brahman, c'est tout ça mis ensemble. C'est la vie dans son ensemble qu'on appelle le Brahman. 2 premiers principes. Ensuite, il faut comprendre que dans le Brahman, il y a un ordre. C'est-à-dire que tout ne se passe pas sans volonté. Il y a un ordre. Chacun des éléments, chacune des entités a une place, un rôle, une situation. On appelle ça le dharma. Alors, ton dharma, c'est une expression que vous avez entendue déjà. Le dharma, c'est le rôle de chacune des entités, de chacun des éléments. Donc, chaque Atman a un dharma. Alors, le dharma, c'est ton rôle, c'est ta position dans l'ordre, ce que les hindous appellent l'ordre cosmique. Ça veut simplement dire
dans l'univers, dans tout ce qui existe, tu as une place, tu as un rôle, tu as un dharma. Ton dharma, il définit un certain nombre de choses. Par exemple, alors, un des éléments fondamentaux du dharma, pour un hindou, bon, évidemment, on va considérer les êtres humains, on va laisser faire les plantes, les animaux, là, mais pour un hindou, l'impératif nécessité, c'est d'avoir un fils. Il faut absolument que tu sois capable de te remplacer. Donc, il faut que tu aies un fils, et ce fils-là, tu vas l'élever selon les règles, on verra plus tard les règles des castes, tu vas l'élever selon les règles et tu vas t'organiser pour qu'il se marie avec une femme de la même caste que lui, que toi aussi d'ailleurs, et dans un monde idéal, il faut que lui aussi ait un fils. Alors, si tu as un fils, que tu le maries et que ton fils a un fils, tu as un élément de ton dharma qui est rencontré parce que tu assures ta descendance, tu assures d'être remplacé. Quand on va parler un petit peu plus tard des pratiques de l'hindouisme, vous allez voir la pratique du puja, où tu as besoin dans la maison qu'un feu rituel soit toujours allumé, toujours entretenu par les hommes. Alors, derrière la tête, ce que tu as, c'est que moi, quand je disparais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui entretienne le feu, c'est mon fils. Et qu'il y ait quelqu'un qui entretienne le feu si mon fils disparaît, mon petit-fils. Alors, c'est un élément, ton dharma, il doit passer, par exemple, par avoir un fils et que ton fils ait un fils. Okay? C'est un exemple. Un exemple de ton rôle, de ta place, de ta responsabilité sur Terre. À la fin de ta vie, c'est super important, à la fin de ta vie, on va faire un bilan. On va essayer de savoir, as-tu rencontré ton dharma ou tu ne l'as pas rencontré? Et ça, c'est la notion de karman. K-A-R-M-A-N. Je vais les réécrire. Karman, c'est dans le fond ton bilan. Le bilan de tes actes. Alors, ton bilan, c'est, dans le fond, à la fin de ta vie, c'est un peu comme ton passeport. On va dire, tu as bien fait, tu as moyennement bien fait, tu as moins bien fait. Alors, c'est comme ton bulletin ou ton passeport, on dit, tu as réalisé ton dharma ou tu ne l'as pas réalisé. Et ça s'appelle le karman. Et ton karman, vous comprenez, qui peut être positif ou il peut être négatif. Un karman, c'est nécessairement positif ou négatif. Et ça va décider de la destination de ton Atman dans la vie qui vient. Alors, ton karman, c'est lui qui te dit, tu vas te réincarner dans quelque chose ou dans quelque chose d'autre. Alors, je vous fais une petite illustration. On va effacer ça et je vous fais une petite illustration qui va nous expliquer ça. Alors, c'est magique, on réapparaît avec une espèce de schéma. Alors, dans le schéma, ce que vous voyez, c'est finalement tout ça ensemble. Vous comprendrez que c'est infini, mais que j'ai fait un ensemble de ce que j'avais le temps d'écrire. De tout ça, c'est le Brahman. Ça, c'est la vie, sous diverses formes. Alors, dans le Brahman, il y a D, des divinités, H, des humains, A, des animaux, V, des végétaux. Et vous remarquerez que pour chacun, il y a une espèce de hiérarchie. On a parlé des inégalités dans l'hindouisme, on va en reparler. Nécessairement, les humains ne sont pas égaux à la naissance et ne se réincarneront pas sous des formes égales non plus. Alors ça, ce sont tous des Atman dans le grand Brahman. Donc, ça, c'est le Brahman, l'ensemble, puis ça, c'est des Atman, tout ça, c'est des Atman. Chacun de ces Atman, on se souvient, a un dharma. Il y a un dharma, il y a un rôle, il y a une position. Et à sa mort, l'Atman qui est ici, l'humain qui est là, selon ce qu'il a fait de son dharma, va se réincarner soit positivement, donc dans une incarnation plus favorable. Vous aurez compris qu'il y a une hiérarchie, là. Les végétaux sont en dessous des animaux, qui sont en dessous des humains, qui sont en dessous des dieux. Alors, puis dans chacun des éléments, il y a une hiérarchie. Alors, on peut se promener sur l'échelle. Alors, si tu as un karman positif, ben, tu vas te réincarner dans une forme plus favorable. Puis
Si tu as un karman négatif, tu te réincarnes dans une forme moins favorable. Alors, voyez-vous un peu l'idée, dans le fond, ton bulletin va déterminer dans quel genre de vie tu vas vivre dans ta prochaine vie. C'est un peu comme si on tient les gens en haleine, on dit, ben, comporte-toi comme il faut, parce que ta prochaine vie, elle risque de souffrir de la vie précédente. Alors, si tu te retrouves dans une incarnation moins favorable, pose-toi pas de questions, c'est lié à ce que tu as vécu dans une vie antérieure. Alors, c'est tout à fait, c'est quand même génial pour tenir les humains correctement, qui se comportent correctement, puis en même temps pour expliquer leur situation. Alors, quand tu as quelqu'un qui est dans une situation complètement défavorable, tout ce que tu peux dire, c'est, ben écoute, c'est fonction de ce que tu as vécu dans ta vie antérieure. Tu n'as rien qu'à toi à t'en prendre, en même temps, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Moi, comment je fais pour changer ma vie antérieure? Il n'y a rien à faire. Alors, tu acceptes ton sort, tu acceptes ta condition. C'est l'idée de fatalité, qui n'a pas beaucoup de sens pour les Occidentaux, mais en Inde, c'est très pesant, la fatalité. Je sais ma situation, et ma situation qui est là, je vis dans une caste inférieure, je suis dans une situation très déplorable, mais ça doit dépendre de ce que j'ai fait avant, dans une autre vie. Et je n'ai pas de contrôle. Donc, j'accepte ma situation et j'essaye au mieux dans cette vie-ci de me comporter correctement pour éventuellement avoir une incarnation plus favorable pour mon Atman dans une vie ultérieure. Alors, ça va. On a donc, dans ce schéma-là, le Brahman, chacun des Atman ayant un dharma, puis ce dharma-là, selon le karman, va se positionner, cet Atman-là va se positionner dans une vie antérieure ou dans une vie préférable ou dans une vie moins préférable. Question qui vient toujours, je la précède. Qu'est-ce qui arrive, mettons, des animaux, des végétaux? Comment on fait pour savoir leur dharma, tout ça? On n'en a rien à cirer. Tout ce système-là est logique, se tient, et vous comprendrez que c'est écrit dans les Védas. Les Védas, c'est écrit pour des humains qui comprennent la lecture pour eux autres. Alors, ça se tient, tout ce système-là. Puis si on regarde un animal, on dit, ouais, mais ça peut être une incarnation d'une vie antérieure d'un humain. Oui, oui. Mais lui, son dharma, oh, moi, si c'est un chien de ne pas mordre, de se promener, de ci, de ça, on n'en a rien à cirer. On est des humains. Alors, le principe, il s'applique aux humains. La logique est là. L'humain comprend qu'il est dans un système de vie, le Brahman, qui implique toutes les formes de vie. Alors, ça va nous amener un petit peu plus tard à la notion de non-violence d'Ahimsa, parce qu'on dit, hey, tout ce qui vit autour de moi est un élément du vivant et peut-être une réincarnation de quelque chose que j'ai connu. Ma grand-mère est peut-être une mouche qui passe. Alors, voyez-vous, l'idée de réincarnation traverse tous ces quatre principes-là.